Bonjour, bienvenue à Envers et en Affaires. Cette semaine, on reçoit Valérie Malamo, directrice générale de l'organisme Jour de la Terre Canada. Puis aujourd'hui, justement, on a su que le Jour de la Terre, c'est pas juste le 22 avril. Au final, le Jour de la Terre, ça peut être tous les jours de l'année. Exactement. Puis moi, pour ma part, j'ai réalisé que comme entreprise qui œuvre un peu en environnement, cet organisme-là en a à m'offrir dans le sens où, officiellement, je peux aller vers eux et toutes les entreprises peuvent aller vers eux pour avoir des services, de l'aide, toutes sortes d'accompagnement. Puis les entreprises qui font déjà bien en environnement peuvent aussi donner à cette œuvre-là, cet organisme-là, qui va pouvoir, au final, faire du bon pour l'environnement avec cet argent-là. Oui, vraiment. Fait que, on part ça? Donc, bonjour Valérie, tu es directrice générale de l'organisme Jour de la Terre Canada. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement là, sur ce que tu fais, d'où tu viens en fait dans cet organisme-là, dans le sens où c'est un gros rôle à mon avis. Tu es quand même directrice générale, puis il y a quand même le mot Canada dans l'organisme que tu portes. Donc, moi, je regarde ça de loin. Je suis comme, OK, il y a des choses qui se passent. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Certainement. Merci de poser la question. Écoute, le Jour de la Terre Canada, c'est quand même récent. On était le Jour de la Terre Québec avant. Donc, notre organisme est basé à Montréal, existe depuis 30 ans, même plus que 30 ans. OK. Ça a été quand même un organisme centré beaucoup sur le Québec pendant très longtemps. Puis, en 2019, est venue la volonté d'étendre les activités nationalement. Il y avait un autre organisme qui gérait le Jour de la Terre dans le reste du Canada. Mais ils ont comme un peu cessé leurs activités en lien avec la célébration du Jour de la Terre, ce qu'on trouvait très dommage. Puis, il y a eu une volonté d'aller donc chercher la marque de commerce Jour de la Terre en anglais, donc Earth Day, puis de reprendre les activités de gestion de la campagne nationale. Donc, on est devenu, à partir de ce moment-là, un organisme national. C'est sûr que aujourd'hui, on n'a pas l'empreinte nationale qu'on souhaite avoir, mais on est en expansion graduelle. Puis c'est partie de notre stratégie de développement d'être vraiment un organisme partout au Canada. T'sais. Donc là, pour l'instant, la plupart de nos employés sont au Québec. On fait beaucoup de nos activités au Québec, mais on commence tranquillement à développer des antennes. Parce que tu ne peux pas comme effacer comme 30 ans d'historique au Québec malgré tout. Là. On veut pas, puis on le sait, le Québec quand même une des provinces canadiennes où il y a le plus d'activités environnementales, où il y a le plus d'organismes environnementaux. Donc, il y a quand même une culture ici bien établie d'action environnementale, fait que c'est naturel que beaucoup de notre action soit ici. Mais on a l'occasion de s'étendre de plus en plus, puis c'est vraiment notre objectif à long terme, d'être représenté un peu partout au Canada. Puis comment tu t'es rendu là? Bien, moi, mon parcours est assez intéressant. Je viens du monde des affaires. J'ai travaillé dans une entreprise privée pendant 15 ans. J'étais dans un domaine qui n'est pas du tout connexe à l'environnement. Je travaillais pour des multinationales qui avaient besoin d'une équipe qui s'occupe de leurs représentants, qui faisait de la gestion en impartition de ressources humaines et qui s'occupait de vendre des produits, les promouvoir, les faire connaître. Puis, dans mon fort intérieur, j'avais des fois le sentiment de travailler pour le côté sombre de la force, des produits de consommation de masse qui étaient souvent dommageables pour l'environnement. Puis, dans mon parcours avec cette entreprise-là, j'ai eu le plaisir de travailler pendant 3 ans avec Hydro-Québec en efficacité énergétique. Puis là, j'ai vraiment eu un coup de cœur en me disant, ça, c'est ma vraie voie, de me réorienter vers des solutions environnementales. Puis, par un hasard, on a été racheté, je suis allée dans l'autre entreprise, puis j'ai pas tellement aimé mon expérience là, puis j'ai eu l'occasion de me faire offrir un package pour quitter, puis j'ai dit, c'est parfait, je prends la carte et je retourne aux études. Fait que je suis retournée aux études, j'ai fait ma maîtrise en environnement, donc je me suis dit, je vais aller faire de la gestion de l'environnement. Puis, par un concours de circonstances, j'ai travaillé pendant un laps d'à peu près 3 ans dans une PPE qui faisait de la gestion de produits économiseurs d'eau et d'énergie. J'avais été appelée les aider parce que le client principal, c'est Hydro-Québec, que je connaissais bien. Donc, j'ai fait un petit bout là. Puis, on a toqué à ma porte. On a dit, on cherche un nouveau DG au Jour de la Terre. Puis, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt en me disant, travailler dans le milieu communautaire, ça m'intéresse. Faire un travail de DG, j'aime ça parce que c'est très diversifié. J'avais beaucoup d'expérience en gestion dans un type d'organisation, mais pas en environnement. Fait que je faisais à peu près le même travail que je fais aujourd'hui quand je gérais cette autre boîte, puis je gérais des ressources humaines, mais c'était pas un focus de programme en environnement, c'était de la vente de produits. Puis là, c'était comme, hey, là, je peux faire ce que je sais faire, mais avec des projets en environnement. Fait que j'ai répondu oui.
Puis là, je suis là depuis 3 ans. Puis concrètement, là, à part le jour de la Terre, à part d'être le 22 avril, Oui, qu'est-ce qu'on fait? c'est quoi de plus le Bien, jour de la l'organisme, Terre? en fait, pour nous, là, les gens pensent qu'on est un organisme qui travaille sur une journée par année, là, mais c'est pas ça pantoute. En fait, c'est le jour de la Terre tous les jours, au jour de la Terre. On fait beaucoup plus. En fait, si on regarde comment on passe notre temps, là, on a des programmes dans 5 domaines différents. Ça occupe beaucoup plus que le jour de la Terre lui-même. Le jour de la Terre, c'est un projet parmi plusieurs autres. Donc, on travaille en gestion de matières résiduelles, en plantation d'arbres, en mobilité durable. On fait beaucoup d'éducation et de sensibilisation générale. Puis la campagne nationale du jour de la Terre s'inscrit dans cette vocation de sensibilisation nationale. C'est une parmi tant d'autres. Parce que, Exact, tu sais, exact. je voyais, justement, probablement que les gens qui nous écoutent là, ont beaucoup entendu parler de 375 000 arbres. Tu plantes pas ça une journée, le 22, Non, un non, matin, non. vous décidez, on y C'est des va années matin. d'ouvrage. C'est ça. Exact, Fait c'est qu'officiellement, c'est une des choses qui perdure dans le temps, puis que c'est pas juste une fois par année, mais à tous les jours, ils s'en plantent un petit peu, qui fait en sorte qu'à un moment donné, on arrive à un à faire un nombre. volume d'activité, c'est ça. T'sais, puis on a des projets, des programmes avec des clients comme IGA qui durent depuis 15 ans. Là, fait que il y a des relations de longue haleine qui nous amènent à faire de la gestion de matières résiduelles avec des IGA partout au Québec. Depuis 10 ans, on les accompagne, puis on est tous les jours à les soutenir dans leur vocation de faire plus de détournement de matières résiduelles, faire du don alimentaire, réduire ce qui va dans les poubelles, puis valoriser le plus possible leur matière résiduelle. Fait que, tu sais, ça reste que c'est beaucoup d'actions environnementales. Nous, on est un organisme d'action environnementale. Ouais. On veut faire des choses qui ont un vrai impact, puis qui réduisent les impacts environnementaux. Puis est-ce que, tu sais, là, tu dis, on a un client IGA, mettons, là, est-ce que ce client-là vous donne un mandat spécifique ou vous donne un peu le libre-chef d'aller un peu dans toutes les directions, suivant évidemment la direction de En fait, ce c'est pas un qu'eux font? client. Je vais faire une c'est sélection. ça. Hein, comme organisme, nous autres, on a des gens qui sont des donateurs OK. ou des partenaires OK. qui sont chez nous, donc qui font un don en argent pour qu'on puisse poser une action. Des fois, ils sont partenaires où est-ce qu'on va travailler sur leurs impacts environnementaux, puis des fois, ils sont donateurs pour nous aider à réaliser une action environnementale, comme planter mettons, des arbres. avec l'université qu'on a dit, on s'en fait une entente, Exact. let's go, mais nous, on n'aura à peu près rien à faire dans cette C'est chose-là. ça. On ne travaille pas chez vous, Ouais, mais vous ouais. nous aider à réaliser notre mission qui est, dans ce cas-ci, de planter plus d'arbres pour faire de la séquestration de carbone, puis de faire créer des milieux qui protègent la biodiversité, puis qui vont faire peut-être vraiment une amélioration. On va aller afforester des endroits qui auraient besoin, en fait, qui sont des lieux qui ont été dévalorisés ou qui ont c'est carrément pas de la conservation, mais de la voyons, je cherche le terme. C'est-tu au niveau voyons, les rivières, là, où ce que... Les coulées agricoles. Oui, c'est ça. OK, ouais. C'est des milieux qui sont pas cultivables, là. C'est des milieux qui sont en pente, puis qui sont des milieux qu'il n'y a plus d'agriculture qui se fait sur ces pentes-là. Ouais. Mais c'est des milieux qui gagnent à être afforestés parce qu'on peut créer des nouveaux habitats, puis vraiment faire de la forêt résiliente. Mais c'est ça. On fait de la restauration, en fait. Mathieu me parlait justement, parce que Mathieu, c'est lui avec qui moi j'étais en contact là, au jour de la Terre, puis il me parlait, j'étais comme, tu sais, il me semble que ça a l'air anodin de faire une forêt sur un bord de rivière, justement, parce que c'est pas le milieu premier que tu vas penser, mettons, dans la vie, mettons, tu vas te dire, il y avait une forêt à un endroit, mettons, il y a eu un feu de forêt, on va refaire. Puis là, il m'expliquait, il dit non, là, parce que, il va y avoir de l'érosion aussi, fait que les terres agricoles vont comme rapetisser de plus en plus. Il y a aussi le fait que, ben, les espèces, mettons, peuvent remonter aux terres agricoles plus facilement parce que il n'y a rien. Fait qu'officiellement, tu sais, ils vont trouver leur compte dans les champs. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'on pense pas comme consommateur ou comme personne dans la vie de tous les jours, mais... C'est de là que vient la science. C'est ça, puis là, c'est avec des scientifiques qu'on comprend. Ben oui, exact. Puis nous, on travaille beaucoup en collégialité avec des scientifiques pour nous aider à faire... Nous, on n'est pas des experts de la science, mais on sert de la science pour faire les meilleurs choix, pour faire des plantations qui vont vraiment apporter plein de bénéfices écologiques quand on les fait, ces plantations. Protéger l'eau, vraiment, ça filtre l'eau, les arbres filtrent l'eau des champs agricoles. C'est des plantations qui vont faire des corridors écologiques, qui vont rabouter des bouts qui sont déconstruits puis qui permettent à la faune de se déplacer. On va faire des plantations qui sont tellement diversifiées en espèces. Il y a comme 40 essences d'arbres différentes dans nos plantations. Fait que s'il y a une menace, tu sais, des fois, il y a des arbres comme la grille du frêne qui a tué toute une espèce,
ben, tu veux une forêt diversifiée qui va résister à ces envahisseurs-là. Il y a des arbres qui sont bons dans les inondations, il y a des arbres qui sont bons dans la sécheresse. Fait que là, tu te ramasses avec une forêt vraiment résiliente, tu sais, qui n'est pas toujours le cas. Beaucoup de plantations d'arbres qui sont plutôt Ouais, moins c'est de de la valeur, monoculture, là. là. Ouais, c'est tu sais. ça. Puis là, tu te dis non, on s'expose vraiment à des risques élevés. Fait que notre approche est très scientifique là, quand on fait de la plantation. Comment que vous vous baquez, justement, parce Ça que... suffit, hein? Oui, parce que, tu sais, là, ce que tu me dis là, en ce moment, ça fait beaucoup de sens. Puis, tu sais, il y a des gens qui se concentrent à planter énormément d'arbres sans nécessairement y réfléchir, puis ou bien le savoir. Tu sais, chez l'université, on a déjà planté plein d'arbres, mais est-ce qu'on a pensé à ça? Pas vraiment, parce que, justement, c'est pas accessible pour nous. Fait que, rendu là, on est quasiment mieux de dire, hey, on va laisser faire planter des arbres, puis essayer de faire quelque chose qui va peut-être marcher, puis on va se retourner vers un organisme comme vous autres que, ben, crime. Eux autres, c'est basé sur des faits, il y a des endroits ciblés, il y a des raisons pourquoi ces endroits-là sont ciblés, tout ça. Fait que, mais comment que vous avez accès à tous ces gens-là qui Vous vont devenez vous une guider? référence un peu Ouais, aussi. c'est ça. Oui. Ben, c'est parce qu'on s'allie des partenaires. On ne travaille pas tout seul. Le Jour de la Terre aime ça travailler en partenariat. Puis spécifiquement dans ce projet-là qui s'appelle Demain la forêt, Infrastructure verte, on travaille avec l'UQO, l'Université du Québec en Outaouais, qui a une chaire de recherche sur des éco-bénéfices. Donc, ils nous aident ils font de la recherche sur les projets on travaille avec une firme de génie nature qui s'appelle Habitat. Donc, eux, ils font toute la revue de la littérature, nous tiennent au courant des dernières données scientifiques, des meilleures pratiques, puis nous aident à évaluer les bénéfices. Puis, on travaille avec l'UPA, qui est l'organisme qui gère l'Union des producteurs agricoles, qui nous permet de travailler avec les producteurs agricoles. Donc, nous autres, on aime ça mettre plein de bonnes personnes autour de la table qui sont des spécialistes dans leur domaine. Nous, on est bon pour gérer les plantations, puis trouver des planteurs, puis s'occuper de gérer le projet, mais on a de l'expertise autour. Fait qu'on ne s'improvise pas un expert. Là, on va chercher l'expertise, puis on se dit, hey, toi, tu es bon là-dedans, toi, on va se mettre ensemble, puis là, on va réaliser quelque chose de grand ensemble. T'sais. Fait que c'est beaucoup de stratégie. C'est très, très cool. Ça devient un peu un cercle d'experts, si on veut, au bénéfice de d'autres gens qui n'en auraient pas nécessairement accès, en fait. Oui, ou qu'on ne pourrait pas accomplir individuellement, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça que tu peux réaliser les grandes affaires. Je pense que c'est quand tu mets des bonnes personnes autour de la table, puis ça, c'est un projet qu'on aime beaucoup pour ça, parce qu'on travaille en partenariat avec des experts dans chacun de leurs domaines, tu sais. Puis, mettons, là, notre podcast, tu sais, c'est vraiment en verre et en affaires. Ouais. Fait qu'au niveau mettons, pour une entreprise qui voudrait avoir un peu la même mentalité que toi, est-ce que tu penses que c'est accessible, mettons, à une PME qui se dirait, moi, je veux m'améliorer en matière d'environnement, est-ce que c'est accessible, les universités, tout ça, est-ce que, selon toi, c'est de quoi qui est difficilement ou facilement accessible, en fait, pour une PME qui aura envie de faire la différence en matière d'environnement, puis qui se dit, moi, je ne veux pas faire ça n'importe comment, je veux m'appuyer sur la science comme vous le faites? C'est sûr que ça vaut la peine d'être toqué aux portes des universités. C'est des viviers de connaissances. Ils ont besoin de faire du transfert technologique aussi. Il y a souvent des intermédiaires qui peuvent aider. Si vous avez un créneau avec un impact particulier qui peut vous aider à trouver une solution, ils peuvent mettre Des fois, il y a des solutions existantes qui cherchent un intéressé pour la mettre en œuvre. Puis des fois, on se dit, bien moi, j'ai ce problème-là. Connais-tu quelqu'un qui pourrait adresser ce problème-là? Ça fait que oui, il y a du maillage qui se fait entre les entreprises puis le monde scientifique, que ce soit des universitaires ou des entreprises qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Je ne suis pas une experte dans ce mariage-là, mais ça existe, là, vraiment des partenariats. Okay. Surtout, c'est un défi technique. Là, Mais il y a des entreprises aussi qui cherchent juste de dire, ben moi, je voudrais améliorer je voudrais réduire mes impacts, je voudrais comprendre ce qui se passe. Puis là, ils cherchent, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent accompagner. Et il y a des conseillers, il y a des gens qui sont des entreprises privées qui sont des conseillers en environnement, puis il y a des OSBL comme le nôtre qui peuvent aussi accompagner des entreprises, tu sais, dans leur premier pas, juste identifier leurs impacts, proposer des mesures de démarrage, tu sais, parce que des fois, on attend d'être parfait, de tout savoir, puis finalement, on fait rien, tu sais. Puis des fois, c'est les premiers pas, c'est déjà le premier pas, c'est important de le faire, tu sais. C'est un premier engagement, c'est une première expérience. Pas besoin d'avoir développé tout un plan de route qui est super sophistiqué pour commencer à faire du bien à la planète, là. C'est ça, c'est le coin. Oui, des fois, on se freine, tu sais, puis on se dit, c'est gros le défi, j'ai peur de me lancer là-dedans. Puis dans le fond, bien, il y a peut-être des premiers pas qui sont simples, plus qu'on pense, qui vont me mettre au moins dans un mouvement vraiment d'amélioration continue. Puis après ça, on peut se greffer des entreprises ou des partenaires qui sont plus spécialisés selon notre problème. Tu sais, si tu as vraiment un enjeu d'un rejet toxique ou si tu as un problème d'émissions trop important ou tu cherches à réduire les gaz à effet de serre que génère ta flotte de véhicules. Bon, il y a plein de solutions. Puis, dépendant de l'entreprise, il faut connaître c'est quoi ses impacts premiers, tu sais. Donc,
Mais on peut aider. Le jour d'affaires peut faire partie de ces OSB-là qui viennent appuyer une entreprise. C'est ça ma question, tu sais, dans le sens, quel est mon incitatif en tant qu'entreprise ou organisation à faire affaire avec le Jour de la Terre plutôt que n'importe quel autre? C'est une question de fit, je pense. Il y a vraiment ça. Tu sais, notre approche, nous autres, au Jour de la Terre, c'est d'être vraiment... nous, on comprend que les entreprises, des fois, ils ont la mauvaise réputation parce qu'ils sont souvent ceux qui causent un problème environnemental. Mais ils sont aussi, si on ne travaille pas avec eux, ils ne peuvent pas être la solution. Tu sais. Fait qu'il faut vraiment pas avoir peur d'accompagner les gens puis de les amener, puis sans culpabilisant. Tu sais. Sans être culpabilisant, il faut comprendre que tout le monde peut faire du mieux, tu sais, puis que ça n'arrivera pas tout seul, puis certainement pas en les faisant sentir comme des... C'est l'important, c'est juste de ne pas faire pire. Oui, exact. Dire, ben OK, ça, je peux peut-être améliorer ça, puis comment je peux procéder, tu sais. Fait que ça prend une bonne volonté. Puis nous, on aime travailler avec des entreprises. C'est pas, on n'est pas fermé à ça. On considère qu'ils font partie de la solution. Puis on accompagne avec plaisir les entreprises. Tu sais, il y a peut-être une ligne qu'on a de la misère à franchir, c'est peut-être une pétrolière albertaine. Ouais, ça sera pas notre choix d'entreprise. Ouais. Parce qu'on a vraiment une conviction que ils sont fermés, tu sais, mais il y a d'autres entreprises qui, véritablement, font vraiment des pas, tu sais, puis on a conscience. Moi, je pense que les compagnies veulent faire mieux. T'sais. Est-ce que vous en refusez, justement? Comme là, ils n'ont pas toqué à notre porte. OK. Ça serait un peu effronté de le faire. Ils savent qu'ils vont se faire fermer la porte au nez. Pas mal, tu sais. Fait qu'ils ne toquent pas à notre porte, mais on n'a pas vraiment refusé personne, tu sais. Puis de l'autre côté, mettons, on s'entend que de faire du Jour de la Terre, mettons, une journée quotidienne, dans le sens où que chaque jour devient le jour de la Terre. Oui, c'est notre souhait, en fait, que ça soit inutile le 22 avril. C'est ça, bien ça, je le comprends, mais en même temps, de l'autre côté, il y a tellement de choses à faire. Quand vous avez votre tableau à dessin de genre, qu'est-ce qu'on va faire en 2025, exemple, comment que vous choisissez? Parce qu'officiellement, ça... Tu sais, on l'a vu, là, vous avez quand même diversifié, vous avez quand même des projets qui sont quand même différents un de l'autre, mais officiellement, il y a tant à faire qu'on choisit comment? Écoute, c'est vrai qu'il y a tant à faire. On reste dans nos domaines. On a tendance à créer des choses qu'on espère sont des innovations. On a tendance à choisir nos projets en fonction de ce qui nous branche aussi. Tu sais, on est quand même des êtres humains qui ont envie de travailler des choses qu'on aime. Puis, à force d'avoir fait des projets dans certains domaines, tu deviens un peu un expert là-dedans. Fait que des fois, ça amène des demandes. On fait beaucoup de travail en gestion de matières résiduelles. Fait que souvent, les gens qui nous appellent disent ben, j'ai besoin d'être la gestion de matières. Fait qu'une affaire nourrit l'autre. C'est un peu comme un enchaînement. Mais, te donner un exemple concret, on a bâti un réseau de bornes de recharge qui s'appelle Recharge Éco, qui est des bornes de recharge haute vitesse. Okay. Écoute, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait fait ça au jour de la Terre. C'était pas nécessairement quelque chose qui est dans notre ADN, mais c'était un besoin du milieu. C'est-à-dire, il faut qu'on accélère la transition vers l'électrification des transports. Comment nous, on peut jouer un rôle là-dedans? Puis, de fil en aiguille, une opportunité s'est présentée, puis on s'est lancé là-dedans. C'était tout un projet, tu sais, puis c'était une grosse bouchée, puis on l'a fait. Puis on est content d'avoir fait. Mais c'est venu par un besoin de dire, OK, il y a ça à faire, tu sais. Puis des fois, c'est en discutant avec des gens... les coulées agricoles, moi, je ne savais pas que ça existait là, quand on s'est lancé là-dedans, mais c'est un partenaire, justement, Habitat puis Luco, qui nous a parlé que les coulées agricoles, c'est des milieux qui seraient des très bons milieux pour aller planter des arbres, puis qu'ils nous ont fait comprendre l'opportunité, puis on s'est mis ensemble, puis on a décidé de se lancer là-dedans, tu sais. Puis là, on espère faire ça pendant 5-10 ans, là, de plantation d'arbres dans les coulées agricoles. Fait que c'est un besoin qui émerge, puis on dit, OK, personne ne s'occupe de ça, on va se lancer là-dedans, tu sais. Fait que... des fois, c'est vraiment selon le partenaire aussi. Le partenaire toque à ta porte, dis moi j'ai ce problème-là, tu peux-tu m'aider? OK, je vais trouver l'expertise, puis on va trouver une solution pour t'accompagner là-dedans. Fait que des fois, c'est nous qui choisissons, des fois, c'est le client ou le partenaire qui choisit. Des fois, c'est juste un concours de circonstances qui finit qu'on s'oriente dans une voie, là, tu sais, puis on va jusqu'à fond la caisse. Tant que c'est de l'action environnementale, nous autres, puis que ça a un impact positif, on aime ça. Dans le créneau, là. C'est ça. Il y en a qui sont bons dans des affaires qu'on ne touchera pas, tu sais. Le Jour de la Terre n'est pas dans la conservation. Il y a beaucoup d'organismes qui font de la conservation du milieu. On n'a pas d'appétit pour se lancer là-dedans, tu sais. Parce qu'on se dit, c'est très bien desservi dans le milieu canadien. On n'a pas besoin de s'ajouter là-dedans, mais... Puis ils sont vraiment des experts dans le domaine. Fait qu'il y a des moments où on ne touchera pas à quelque chose, tu sais. OK. Puis avez-vous justement beaucoup refusé de projets, justement, de comme ça...
on touchera pas à ça pour plusieurs raisons ou officiellement? Ça peut arriver souvent, je pense, de dire on refuse un projet, là. OK. Mais, tu sais, quand ils voient ce qu'on fait, notre feuille de route, ça arrive que... ça arrive. Il n'y a comme pas de match, finalement. Un match qui ne marcherait pas, mais quand on est capable, ils nous connaissent, ils regardent ce qu'on fait, on finit par trouver un Puis fit, je pense là. aussi que vous êtes très cadrant dans le sens où, tu sais, la raison pour laquelle j'ai appelé Jour de la Terre initialement, c'est pas celle que ça s'est soldé avec, dans le sens, mais les employés en place ont été cadrant dans le sens où ils nous ont dit, ben tu sais, Philippe, je comprends que c'est ça que tu veux faire, sauf que pour telle raison, je te recommanderais vraiment plus d'aller vers telle option. On a un programme en place pour ça. Les bénéfices sont déjà mesurés. Tu sais, on le sait que ton désir, c'est de faire la différence. Bien, avec ça, tu vas faire la différence. Fait qu'à partir de là, as-tu vraiment envie d'essayer quelque chose que ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça fonctionne pas, ou bien on s'en va dans quelque chose qui est prouvé puis qui est appuyé, puis c'est exactement officiellement ce que nous, on a décidé de faire, puis je pense que ça fait la preuve, en fait, de ce que tu dis officiellement de, oui, vous choisissez les choses, tu connaissais toi-même pas ça il y a quelques années, sauf que malgré tout, aujourd'hui, ben, vous en faites un projet qui est porteur, puis vous voyez les bénéfices que ça fait, que c'est... Exact. Fait que c'est pour ça que je dis, des fois, c'est une demande. Des fois, on dit, écoute, moi, j'ai besoin d'aide là. Tu as le goût d'aider, aide-nous là-dessus. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans les discussions. Il n'y a pas de partenariat. Il n'y en a pas deux qui sont pareils, là. Tu sais, à chaque entreprise, son besoin, son envie. Puis, on essaie d'avoir un dialogue sur comment on peut s'aider mutuellement, tu sais. Puis, c'est du cas par cas, beaucoup, là. Tu sais, on n'a pas une stratégie. Il y a des organismes qui ont vraiment une spécialité. Oui. Puis, ils vont courir dans cette direction-là pour faire que ça. Puis, ils vont être vraiment axés là-dessus. Puis, c'est correct, tu sais. Ils deviennent vraiment des experts dans leur domaine. Puis, ils vont avoir un cheminement très particulier par rapport à ce type d'intervention-là. Tu sais, nous autres, on est très diversifiés parce que le Jour de la Terre, c'est un peu large, comme le B à bas du début, tu sais. C'est comme, c'est comme Environnement 101, tu sais. Ouais. On commence, on vous accompagne à la base. Fait que, OK, on est prêt à vous accompagner sur n'importe quoi. Oui, puis passer de Québec à Canada aussi, ça doit avoir changé quelque chose dans vos opérations. Bien, pour l'instant, on est capable de fonctionner. On a eu des employés qui étaient ailleurs au Canada, des gens qui travaillent à domicile. Il y a des choses qui commencent à se déployer physiquement, mais on n'a pas de bureau ailleurs qu'à Montréal. Pour l'instant, c'est notre bureau est à Montréal, puis ça reste le plan à court terme. On essaie de, comme au SBL, on a des moyens limités, là. Fait que, tu sais, on essaie de rationaliser sur les dépenses. Fait que quand les employés sont à l'aise de travailler de la maison, on va utiliser ce genre de situation-là. Mais ça pourrait être possible qu'un jour, on étende nos opérations pour qu'on ait de la représentation peut-être en Ontario ou dans une autre province dans l'Ouest, tu sais. Ça, ce serait où que vous verriez ça le plus probable, mettons, là, comme un débordement? croissance? Ouais. Ben, c'est sûr que l'Ontario, c'est voisin. Ouais. C'est quand même un État une province assez populeuse, là, donc ça serait logique d'avoir des bases là. Puis comme on travaille beaucoup avec des entreprises, ben, il y en a beaucoup qui sont basées à Toronto, il faut le dire. Là, beaucoup de sociétés qui, nationalement, sont basées là. Donc, ça serait un fit naturel pour nous d'avoir peut-être un pied à terre à un moment donné dans ce coin-là. Puis par intérêt, peut-être que la Colombie-Britannique, ça reste une autre province où il se fait quand même beaucoup d'actions environnementales, mais c'est un peu loin, tu sais. Fait que je sais pas, on va voir. Mais si j'avais à dire, la prochaine place qu'on aurait peut-être un pignon sur eux un jour, ça serait dans le bout de Toronto, les abords de l'Ontario, là. Okay. Ouais. Intéressant. Puis, tu sais, là, on parle beaucoup de, justement, à un moment donné, une discussion qui a mené au fait de faire potentiellement là, c'est moi qui n'ai plus le mot, là, les plantations sur les bords. Les coules agricoles? Oui, exactement, merci. Donc, c'est clairement quelque chose qui est arrivé d'un besoin d'une personne que, tu sais, justement, vous avez vu la discussion, puis là, c'est devenu un projet en soi, qui est maintenant un projet qui est porteur, puis qui, à mon avis, fait beaucoup, beaucoup de sens une fois qu'on prend le temps de bien le comprendre. Mais comment qu'on passe justement de l'idée de comme, hey, on a une idée d'un projet, tu sais, est-ce que premièrement on peut vous en parler? Mais deuxièmement, si on a une idée, ben c'est bien beau avoir des idées, mais comment qu'on le concrétise justement dans votre contexte et tout ça? Ça prend de l'argent, généralement. OK, parfait. C'est un bon élément de base. Ça prend généralement de l'argent pour réaliser des projets. Fait que là, tu dis, ben est-ce qu'il y a un bailleur de fonds potentiel? Y a-t-il des subventions qui existent? OK. C'est une chose de concevoir le projet, puis après ça, il faut trouver comment le financer pour le réaliser. Dans ce cas-ci, Demain-la-Forêt, ça a été une opportunité d'aller solliciter un appui financier du gouvernement du Québec. Donc, ce projet-là a été financé en grande partie par le ministère de l'Environnement. OK. Mais pour réaliser tous les hectares qu'on visait, on faisait 80 hectares de projets pilotes de plantation.
On s'est aperçu que c'était plus coûteux à faire qu'on pensait. Puis là, la subvention du gouvernement du Québec était insuffisante. Fait que là, on est allé chercher une autre subvention du ministère fédéral, donc Ressources naturelles Canada, qui nous appuie aussi dans ce projet-là. Donc, on est vraiment dans une recherche constante de moyens financiers. Ça aurait pu être une entreprise privée aussi, tu sais, une grande corporation pour dire, hey, nous, on croit à votre projet, puis on va venir le soutenir financièrement. Donc, une entreprise qui croit que ça fait du sens, ça, puis qui dit, ben moi, j'en fais de la philanthropie environnementale, je pense que c'est important. Je vais contribuer d'argent vraiment à votre... Fait que ça, c'est un morceau qu'il faut que tu ailles chercher. Mais avant d'en arriver à demander de l'argent, il faut que tu aies une bonne idée, tu sais, bien attachée. Puis après ça, il faut que tu aies pensé à ton affaire. Puis ensuite, tu vas aller toquer aux portes si tu as de l'argent, tu sais. Fait qu'il y a quand même un genre de... Il y a de la préparation à faire. Officiellement, c'est pas juste genre... Ah, on a une idée, let's go. Non. Il faut qu'il y ait un vrai potentiel. Il faut savoir vers quoi c'est quoi qu'on va produire comme résultat. Il faut quand même que tu penses à où ça va. Mais ça, c'est des projets qui sont assez complexes, qui nécessitent un apport de plusieurs personnes. Demain, la forêt, infrastructure verte, là, pour l'instant, c'est 80 hectares, là, mais il y a 1000 hectares de disponibles au Québec, là, de terrain comme ça. Là. Fait que notre but, à nous, de ce projet-là, c'est de faire 1000 hectares, tu sais. Fait qu'on a commencé petit, mais c'est vraiment de faire une expansion. Fait que c'est correct de prendre son temps de bien faire les choses au départ pour être capable de les faire bien sur du très long terme avec envergure, tu sais. Fait que maintenant, si je peux le vulgariser un peu pour, encore là, si on le ramène un peu à la petite entreprise, de ne pas partir en mode, genre, hey, je vais faire décoller une fusée, là. Mais genre, ah non, mais on a fait des projets de petite envergure. C'est ça, on commence avec ça. Tu sais, toi, ton 80 hectares, c'est votre projet pilote, mais c'est peut-être le grand projet d'une petite entreprise. Fait qu'officiellement, c'est de partir un peu sur une base un peu plus modeste, puis de comme grandir avec les résultats et les moyens qui vont s'offrir en temps et lieu. Écoute, il y a plein d'affaires qui peuvent se faire au niveau des petites entreprises. Ça ne veut pas dire que... Ça, c'est un grand projet. C'est une pierre d'assise de notre organisme. C'est un grand projet qui implique plusieurs partenaires, des grosses subventions. Mais au jour d'attente, on travaille aussi avec des plus petits projets. Tiens, on a accompagné un de nos partenaires en faisant un bilan de leur bilan GES. Carrément. C'est de la grosse job. Puis ça a été comme 2 ans de travail pour faire ça. Puis leur contribution, c'était pas une grande contribution, mais ça a servi spécifiquement à faire ça pour les instruire sur où ils pouvaient faire des améliorations. Puis ça a été ça, l'envergure du projet, tu sais. Puis il y a d'autres que... pas nécessairement toujours une grosse affaire, tu sais, mais on commence quelque part, puis on va le déterminer en fonction des moyens, puis de l'intérêt, puis de la capacité de cette entreprise-là de collaborer avec nous. Fait il faut juste commencer par parler, tu sais, appelez-nous, on va jaser, puis on va trouver quelque chose. Comme que officiellement j'avais fait, de comme, je sais pas trop ce que je veux faire, mais je veux faire quelque chose, aidez-moi. Oui. Puis là, ben, on est parti là-dessus. Exact. Fait que, je pense que s'il y a un intérêt réel, on va trouver une façon de collaborer, puis quelque chose qui fait du sens et pour l'entreprise et pour le jour de la Terre et pour la planète. 100%, ben c'est clair que parce que la planète... c'est ça, c'est le but ultime au final. Et comment qu'on les... comment je pourrais m'expliquer ça? Comment qu'on les voit concrètement, justement, ces changements-là que le jour de la Terre apporte? Bien, on les mesure en impact, vraiment. Quand tu plantes, nous autres, on a planté au jour de la Terre, on va être pas loin d'1 million d'arbres là, depuis qu'on existe, fait que c'est pas mal d'arbres. C'est sûr que ça a séquestré du carbone, ça a créé des habitats, tout ça, c'est des vrais impacts mesurables. Quand on fait des activités de gestion de matières résiduelles, on est fiers de dire au jour de la Terre que les GA, ils détournent 39 millions de tonnes de matière d'enfouissement parce que ils ont été accompagnés, on leur a appris comment faire le tri, on a aidé à proposer des équipements à faire du tri, on a enseigné comment faire ça comme il faut, puis on les suit avec une certification. Fait qu'aujourd'hui, c'est important pour eux de maintenir leurs activités, puis de ne pas cesser, puis de toujours être en amélioration continue. Fait que c'est quand même beaucoup, là, 39 millions de tonnes, là, c'est du stock. Bien, hier, c'est ça, je regardais ça, puis justement, avec le rapport annuel, puis j'étais comme, ça se peut quasiment pas. Puis là, je me disais, ben crime, ça... Mais c'est l'effort de tous les marchands. Ça leur permet d'être un leader aussi là-dedans. Mais ils peuvent être fiers, ces marchands-là, quand ils réussissent à faire 90 de détournement, là, tu peux dire, mission accomplie. Une des choses que j'ai améliorées dans ma business,
c'est d'avoir évité de mettre tout ça aux poubelles. Hey, c'est fou. Puis j'ai mis du cœur, puis je suis fière de cette certification-là. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître parce que parfois, on ne voit pas ce qui se fait dans l'ombre d'une entreprise. C'est pas tout le monde qui prend la peine de vanter ce qu'ils ont fait. Puis c'est correct. L'important, c'est de faire l'action parce qu'on a tous une responsabilité. Tout à fait. Puis je pense que ces entreprises-là, ben ils ont été sensibilisés, puis ils ont envie, puis ils sont allés au fond là, pour vraiment améliorer leur bilan sur ce volet-là. Ils ont d'autres opportunités. Là. Je ne dis pas que c'est des entreprises parfaites, mais ces entreprises qui ont moins adressé un de leurs enjeux importants, qui était, ben tu génères tout ça de poubelle, il va falloir qu'on s'occupe de ça, là, ça n'a pas d'allure. Là. Puis au niveau du gouvernement, est-ce que vous sentez que vous êtes supporté par les gouvernements actuellement, dans le sens où est-ce que c'est facile de vouloir bien faire en matière d'environnement pour un organisme comme vous, ou officiellement il pourrait avoir un petit peu plus d'aide, mettons? Là? Ça, c'est une question assez générale. Nous autres, au jour de la Terre, on n'est pas financé à la mission. Là, par notre mission de base est subventionnée par beaucoup de nos partenariats corporatifs. On va toquer à la porte pour des subventions, comme on a fait dans le domaine de la forêt. Fait que ça, c'est le fun, parce qu'ils peuvent être là. Mais il faut qu'il y ait un projet qui les intéresse, il faut que tu arrives avec un argumentaire convaincant. Le soutien du gouvernement à l'environnement est variable. Ça pourrait être beaucoup plus. Moi, je pense que, si tu parles d'un milieu environnementaliste, ils vont me dire qu'il ne s'en fait pas assez encore pour l'urgence climatique auquel on fait face. Donc, ça reste mais ça va venir d'une volonté aussi du public. Si le public exige ça de son gouvernement, ben le gouvernement va mettre de l'énergie là-dessus. Là, en ce moment, on comprend aussi qu'il y a beaucoup de préoccupations pour les gens, le logement social. Il y a eu l'inflation qui a été difficile sur beaucoup de gens. Fait que les préoccupations sont très économiques en ce moment. Puis des trucs de base comme se loger, ça devient vraiment une urgence qui est imminentement urgente. Là, fait que des fois, c'est comme l'agenda environnemental recule, tu sais. Fait que ça prend plus de demandes des citoyens pour s'assurer que ça devienne vraiment une priorité gouvernementale. Ça reste toujours c'est pas la chose qu'on décale, mettons. Non, que c'est pas priorité D, parce qu'en fait, tout ce qui vient en dessous, on va dire, c'est transversal, l'effet de l'environnement. Ça a un impact sur tout. Fait que si tu fais de la densification, tu vas bâtir des logements. Tu vas avoir des logements sociaux qui vont être disponibles, moins d'étalement urbain. On n'aura pas besoin de construire autant de systèmes autoroutiers. Tu sais, tout est dans tout. Puis quand on met l'environnement en haut, c'est pas parce qu'on va être important, c'est juste qu'on vit de l'environnement. Tout dépend de ça. On l'a vu là, quand il y a eu des sécheresses ou quand il y a des pertes de récolte, les prix augmentent. C'est encore plus difficile à l'épicerie. Fait que tout va être pire, c'est compliqué. La taxe si on densifie pas, mettons, ben là, les taxes, plus de taxes, les loyers augmentent. Mais si on avait inclus l'environnement au milieu de la décision, on aurait peut-être dit, la règle, mettons, dans telle ville, c'est 5 étages, mais finalement, ça peut peut-être être 6, 7, parce que ça va faire en sorte qu'on va sauver une rue au bout de la ville, au bout de la ville, ou peu importe. Donc, au final, on va sauver en taxes, on va sauver en frais de ci pis de ça, puis, on n'a pas besoin d'en parler plus pour se comprendre, dans le sens où, officiellement, on va éviter des coûts futurs. C'est ça. Mais là, c'est comme si on pense plus genre il y a des lignes qui sont établies, puis ça va être ça, puis officiellement, pourquoi que c'est 5 étages, pas 6 puis 7? Parce qu'il fallait mettre une limite, mais on n'a pas considéré l'environnement dans l'équation, puis si on l'avait fait, peut-être que l'addition aurait été différente. On pense juste ça s'en vient. On voit beaucoup de changements au niveau municipal. Là. Je pense que les municipalités sont d'autant plus sensibilisées par rapport aux enjeux d'environnement parce qu'ils en subissent de plein fouet les impacts. C'est eux qui gèrent la mobilité, c'est eux qui gèrent les poubelles, c'est eux qui gèrent les problèmes d'eau, l'accès à l'eau, les débordements, les inondations. Fait ils sont véritablement les premiers acteurs à se bouger parce qu'ils en payent le prix. Là. Ils sont plus capables de gérer le coût de l'environnement dans leur ville. C'est clair. Donc, ils veulent se mobiliser davantage. Mais il faut que tous les étages suivent. Puis l'environnement va faire en sorte qu'on va éviter des dépenses qui vont être astronomiques puis qui vont devenir encore une priorité, qui vont faire qu'on ne s'occupera plus de l'environnement. Fait qu'au lieu de s'occuper de la première chose qui va éviter toutes ces dépenses-là, on a tendance à y aller à l'envers, puis de payer le coût quand on n'a plus le choix. Mais ça, c'est pas facile. Par rapport à ça, tu en parlais au niveau du soutien plus financier du gouvernement. Est-ce que, au contraire, dans certains projets, vous avez été buté à des obstacles où, justement, on se dit, on n'est pas rendu là, il y a des murs administratifs ou législatifs qui m'empêchent d'aller plus loin dans mes projets ou quoi que ce soit? Je vais donner un exemple bien bidon. Là. Nous, on avait un projet de conversion de véhicules électriques. On travaillait avec une entreprise ici de Trois-Rivières qui s'appelle Ingenex.
qui convertissait des ProMaster à essence avec un moteur Tesla, qui était un moteur Tesla qui arrive d'un véhicule qui a été accidenté. Le moteur est bon, là, le groupe propulsion est bon, mais le véhicule est scrap. Fait qu'eux, ils récupèrent ça, mettent ça dans un ProMaster, puis en font un véhicule électrique. Super. L'économie circulaire, elles sont meilleures. OK? On a vraiment une boucle complète ici. Ça coûte 75 000 $ faire ça, c'est cher. Quelqu'un qui a un ProMaster déjà, il se dit « OK, je vais mettre 75 000 là-dedans », il va hésiter parce qu'aujourd'hui, tu peux acheter un jour un camion électrique pour à peu près 80 000 neuf. C'est ça, on a vécu avec Unirécé que, on a fait l'acquisition de véhicules électriques pour transitionner nos collectes vers un véhicule électrique. Puis officiellement, moi, je me suis intéressé à ça pour la portion environnementale. Puis là, il me présente, ben là, t'en veux-tu plus parce que tu as des subventions avec ça. Puis là, je regarde ça, puis je suis comme, ben, je serais innocent de dire non. Là. Ben, la subvention, comme ça. Ça me coûte moins cher que d'en acheter un à essence. Fait que je suis comme, mais le prix initial est super élevé, mais il est tellement subventionné que. Mais dans notre cas, à nous, ce véhicule-là, parce qu'il était fait par un Génie, il n'était pas éligible à une subvention qui s'appelle éco-camionnage. Puis le gouvernement a refusé de reconnaître leur technologie parce que ce pas des composantes neuves. Ça, c'est de l'aveuglement, là. Oui, bien, puis officiellement, c'est pas parce qu'elle est neuve que c'est pas louable, là, parce que ça devrait être quasiment l'inverse. C'est comme, ton camion... Tu devrais favoriser ça. Il est écrit, puis c'est réutilisé en plus, puis crime, let's go, on le bonifie, tu sais. Donc, s'il y avait eu droit à la subvention, ben on aurait eu un 25 000 de contribution de cette subvention au camionnage-là, ben la conversion aurait coûté juste 50 000. Bon, ben peut-être que d'autres personnes auraient dit, OK, j'achète un camion, c'est juste 50 000, c'est un peu plus cher. C'est moins... J'ai déjà payé pour mon ProMaster, mais là, j'ajoute un 50 000, mais je le rends électrique tout de suite, au lieu de mettre 90 000 dans un véhicule. OK, je vais faire le saut, puis je vais éviter de créer un autre déchet qui est un camion à essence que je vais mettre à la scrap. Absolument. Mais non, on n'est pas approuvé. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple d'un butage gouvernemental, parce que tu dis, c'est pas une bonne affaire, tu sais, ça aurait dû être acceptable, ce genre de proposition technologique-là, puis ça a été refusé. Est-ce que vous avez fait des représentations? Ah, beaucoup, oui. On a essayé de les convaincre, puis ça a été une fin de non-recevoir. Fait quand même, tu dis, OK, ça a plombé ce projet-là, puis on a arrêté de faire ça. C'est en grande partie parce qu'il y a vraiment un aveuglement ici, là, tu sais. Puis c'est pas faute d'essayer de faire la représentation, mais on n'y est pas arrivé. Fait qu'à un moment, tu dis, ça arrive des fois que le gouvernement bloque. Des fois, il est facilitant, des fois, mais si ça rend compte de son agenda, tu sais, là, on a un appétit important pour l'électrification. Fait que ce qui va aller dans le sens de ces projets-là va sans doute bénéficier d'un appui du gouvernement plus facilement parce que c'est dans le sens de leurs objectifs stratégiques, développement économique mais nous, on a fait peu de travail avec le financement du gouvernement. On fait beaucoup de travail avec le financement corporatif. Donc, en partie parce que c'est des fois plus facile aussi. Fait que ce que tu nous dis, en fait, c'est que les entreprises participent de façon plus active, en fait. Bien, ils sont plus souples. Que le gouvernement. Bien, parce que souvent les propositions gouvernementales, c'est des demandes qui sont très fixes dans des paramètres. Ou bien tu appliques pour une subvention précise, je rentre dans tes cases, ce que j'ai à te proposer, comme demander une subvention pour le programme 2 milliards d'arbres au gouvernement fédéral, bien, tu as des critères, tu soumets ta demande, puis c'est presque automatiquement approuvé si tu rencontres les critères, parce que tu fites parfaitement dans les cases. Mais c'est pas toujours ça que tu as besoin, tu sais. Puis des fois, les subventions corporatives, bien, c'est discuter, c'est comme on va s'adapter, on va aller avec tes besoins, puis on va co-créer quelque chose. Fait que les entreprises ont plus de souplesse dans leur envie. C'est juste que c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui est prêt à mettre de bon montant ou qui est capable qu'on a les mêmes intérêts en même temps. Tu sais, c'est de faire le fit. Alors que quand tu as un programme de subvention en ligne, bien, tu veux dire, OK, je pourrais pitcher mon projet dans le cadre de cette subvention-là, je vais le tweaker, je vais m'arranger pour que ça fitte dans la proposition, puis je vais aller chercher une contribution. Tu sais. Fait que eux, ils conçoivent des projets, puis est-ce que ça répond aux besoins? Bien, ils ont mis ça en ligne, puis ils te rendent ça disponible. Fait que tu dis, OK, bien, je vais essayer de faire cadrer un projet dans ces paramètres-là, parce que c'est ça qui est disponible comme financement. Ben, ça doit bien se placer aussi dans une conversation de dire, moi, je fais affaire avec le Jour de la Terre pour blablabla. Ça, vous devez quand même en avoir certains
qui... Mais il y en a qui viennent chez nous pour la réputation, c'est sûr. C'est sûr que je m'enlignais, mais j'osais pas. Non, mais c'est sûr que le mot « jour de la Terre », c'est probablement l'expression... C'est une marque de commerce, hein, puis je vais l'expliquer, là. C'est des mots déposés qui sont protégés. Les gens disent de protéger les mots « jour de la Terre ». On est une des seules juridictions dans le monde qui fait ça, OK? Que tu ne peux pas utiliser cette expression-là sans notre consentement. OK. Un OSBL en environnement, on va le laisser faire parce qu'il travaille dans le milieu de l'environnement, mais une entreprise privée qui veut s'associer au mot « jour de la Terre », il faut qu'il passe par nous d'abord parce qu'on est sûr qu'il ne le fait pas dans un but de greenwashing. Qu'il le fait vraiment, puis que c'est à quoi sert cette expression-là. Parce qu'on veut protéger, on veut que ce soit faire de l'action environnementale, puis pas pour te péter les bretelles, pour quelque chose qui est peut-être de l'éco-blanchiment. Fait que là, ça amène ce label-là quand même une notoriété importante. Tu sais. Exact. Y a-t-il un mot en environnement qui est le plus entendu que le mot « jour de la Terre », c'est une marque de commerce qui est la plus utilisée pendant le mois d'avril de toutes les fêtes, c'est l'affaire la plus transversale sur la planète. Ça revient à Environnement 101, tu parlais tantôt. Exact. Jour de la Terre, c'est une expression que tout le monde connaît, c'est planétaire. Puis il n'y a aucun pays dans le monde, il n'y a aucun endroit où est-ce que c'est pas pertinent. Tu sais, il y a des fêtes, il y a des célébrations qui sont soit religieuses ou politiques, ou c'est ça qui font que, de facto, tu as quelqu'un d'exclu. Mais le jour de la Terre, ça exclut personne. C'est tout le monde ensemble. C'est universel. C'est universel. Fait que c'est des mots qui sont connus, archi connus de tous. Fait que c'est sûr que tu t'associes à une marque très forte, là. Et nous, on est une des seules juridictions dans le monde qui protège cette marque de commerce-là. Des fois, ça indispose des gens. On s'est battu contre des entreprises qui ont voulu utiliser la marque de manière... Parce qu'on protège, on appelle, on écrit des lettres, on est là pour leur dire « vous ne pouvez pas faire ça ». Puis des fois, on met des bâtons dans les roues de certaines compagnies qui n'aiment pas ça. Mais on essaie de leur faire comprendre que c'est vraiment parce qu'on veut protéger l'essence de ce que c'est le jour de la Terre. C'est une fête d'action environnementale. C'est ça, sinon tu vas diluer au final ce que vous faites. Exact. Puis ça va devenir un party de T-shirt. C'est ça. Puis de fausses promesses, puis ça devient la Saint-Valentin. C'est pas ça qu'on veut. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est bien intégré justement dans la... Je vais dire québécois, là, mais officiellement, j'aimerais dire canadien, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe dans le reste du Canada, mais je pense que si on dit jour de la Terre des gens, non seulement ils savent c'est quoi, ils savent à peu près souvent c'est dans quel bout de l'année. Ils savent que c'est en avril. C'est ça. Au printemps, c'est le 22. Mais ils savent une chose, par exemple, ils savent que cette journée-là, ils vont devoir faire attention. Je pense que c'est là qu'il y a une victoire commune dans le sens où peu importe ce que vous faites, au final, il y a quelque chose qui se passe chez les gens qui coûte rien, puis que c'est volontaire, puis les gens, ils sont comme, tu sais, mes grands-parents, ils ont comme 90 ans, puis ils savent qu'au jour de la Terre, là, tu sais, aujourd'hui, j'ai pas mangé de viande. Ah oui, c'est cool, ça. Fait que c'est des affaires comme ça, il y a une petite chose, mais tu sais, c'est tous les Canadiens, tous les Québécois se disent la même chose, de comme, mais ça peut être le début. Tu sais, on parle de qu'est-ce qu'une entreprise peut faire. Le sentiment de culpabilité qui remonte en toi cette journée-là. Oui, c'est ça. De curiosité, je vais m'intéresser à ça. En fait, la fête a fait qu'on a parlé tous les mois d'avril d'environnement. Aujourd'hui, on a quand même... on se questionne chez nous dans notre organisme parce qu'on parle d'environnement tous les jours maintenant. Tous les jours dans les médias, il y a des articles, il y a quelqu'un qui parle quelque part d'une action, d'un problème, d'un enjeu, d'une nouvelle loi, d'une nouvelle solution. Il y a plein de contenus maintenant qui parlent d'environnement. Mais avant, si c'était pas le jour de la Terre, on n'aurait pas parlé d'environnement. Ça fait plus de 50 ans, là. En 1970 que la fête du jour de la Terre a commencé. Puis on est rendu que, là, on se dit, bien, finalement, on a-tu encore besoin d'une journée jour de la Terre? Parce qu'on en parle maintenant tous les jours. C'est rentré dans le savoir populaire de dire... Il faut s'en parler parce que c'est pas juste une affaire d'un party d'une journée, là. C'est véritablement un problème au quotidien. C'est une opportunité au quotidien. C'est une amélioration qu'il faut faire tout le temps, tous les jours, pas juste le 22 avril. Fait qu'à un moment donné, ça a servi à faire connaître la réalité des défis environnementaux. Aujourd'hui, c'est partout, tout le temps. Fait que le 22 est peut-être moins célébré qu'avant parce qu'on en parle constamment. Puis c'est probablement correct. Parce que c'est ça qu'on veut, en fait. C'est qu'on en parle tout le temps, pas juste une journée par année. Ça serait triste que ce soit la seule journée par année qu'on parle d'environnement. Mais y a-t-il un défi aussi par rapport à ça de, comme justement, faire enlever de la tête des gens que le jour de la Terre,
c'est pas juste le 22. C'est Ben, juste. ça Il y a drôle des parce que défis avec ça, Ouais, là, ouais, c'est je sûr. vous conte une anecdote un peu particulière. Le nom de notre organisme, aujourd'hui, c'est Jour de la Terre Canada, mais avant, là, on portait le nom tous les jours. On avait changé notre nom, on s'est appelé. L'histoire d'organisme a eu plusieurs itérations de nom, là. Puis la dernière dénomination officielle, c'était tous les jours, parce qu'on voulait justement que les gens arrêtent de penser que le Jour de la Terre, c'est juste le 22 avril. Il faut que ça soit tous les jours le Jour de la Terre. Mais ça ne veut rien dire à personne, ça, tous les jours. T'sais. Fait qu'on est revenu avec une dénomination Jour de la Terre Canada. Puis ça reste toujours une question de est-ce que le Jour de la Terre, c'est juste une affaire d'une journée? Puis non, c'est tous les jours. Fait qu'on est toujours dans ce dilemme-là de dire comment on devrait s'appeler pour que les gens comprennent qu'il faut faire de l'environnement au quotidien, tu sais. Mais ça ferait un long nom, tu sais. Occupe-toi de la Terre tous les jours, tu sais. Fait qu'on a comme abandonné un peu cette notion-là, puis on revenait avec Jour de la Terre, qui est une marque connue très forte. Fait qu'on capitalise sur quelque chose qui est bien établi. Mais c'est ça, il faut sortir de cette idée-là. Dans vos faut actions juste de communication, ça doit changer quelque chose. Mais c'est l'occasion quand même de se rappeler, en avril, il y a comme un moment, c'est un reset. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a encore à faire? Il y a comme une prise de conscience comme, hey, qu'est-ce qu'on a... C'est comme si c'était une obligation de se re-questionner chaque année, tu sais. Si on efface la célébration du Jour de la Terre, est-ce qu'à un moment donné, il y a ce moment où est-ce que tout le monde se pose la question? C'est comme les gens, la résolution du 1er janvier. Si on n'aurait plus le 1er janvier, il y aurait bien du monde qui coulerait de plus en plus. Là, ou il ne prendrait pas un moment de se questionner. Là, c'est comme, OK, ça, on va parler... OK, le Jour de la Terre s'en vient. Qu'est-ce qu'on a accompli, nous autres, dans notre organisation? Puis c'est tellement drôle qu'on a toujours ce réflexe-là. Tu sais, dans notre entreprise, on fait toujours un peu les choses pour l'environnement. Puis là, on voit le mois d'avril arriver, puis on est comme... Qu'est-ce qu'on on a su, tu sais, mais officiellement, on oublie un peu qu'on en fait à tous les jours, mais j'imagine pas une pétrolière, exemple, comme qu'on parlait tantôt, qui se dit... Ah, on va faire quoi pour cette journée-là? Tu sais, officiellement, c'est ça. C'est comme, faut l'étendre un peu plus de comme... Oui, c'est correct que ça allume une lumière, mais c'est le signal, en fait, qui s'en passe pas assez si ça allume une lumière, à mon avis, dans le sens où si la journée de la Terre te shake en mode... Ah là, il faut que je fasse quelque chose, c'est vrai. C'est que tu n'en as pas fait assez. Potentiellement, tu sais. Fait que c'est peut-être un petit signal de comme... Mais ça reste que c'est là pour s'assurer qu'on ne les oublie pas. Tout à fait. Moi, c'est un peu comme la Semaine québécoise de la réduction des déchets. Ça devrait être toutes les semaines de la réduction des déchets, mais ça ne l'est pas. Le même pour le mois de l'eau. Le mois de juin, c'est le mois de l'eau. Exactement. Tu as le mois de l'arbre. On est dans le mois de l'économie circulaire en ce moment, Oui, c'est ça. Est-ce que tu as l'impression aussi que ça se perd un peu? C'est, à mon avis, le Jour de la Terre, c'est un des plus connus. Tu le disais, c'est connu mondialement. Mondialement, exact. Il y a la journée de la biodiversité aussi. Il y a beaucoup de journées qui existent pour donner un petit peu plus de visibilité à ces réalités spécifiques-là. Le Jour de la Terre, c'est comme une grande célébration générale. C'est ça. Puis, tu fais parler de tout pendant le Jour de la Terre, mais les gens disent, il faut aussi adresser certains problèmes spécifiques, plastique dans l'océan, les pertes de biodiversité. Fait qu'il s'est créé un paquet d'autres moments de célébration pour pouvoir donner un peu plus d'attention à une réalité particulière, tu sais. Fait que je le comprends, puis je pense que c'est correct. Ça donne l'occasion d'avoir des contenus propres à un enjeu, là, tu sais. Puis ça m'amène à... Tu dis, nous, c'est beaucoup plus large, dans le sens où, justement, c'est pas spécifique dans une chose. À un moment donné, vous avez comme pas le sentiment d'avoir le poids du monde sur vos épaules, un peu? Tout. Non? Non, parce que c'est tu sais, le Jour de la Terre, là, c'est un morceau d'un grand écosystème. Puis ce qui fait qu'on bouge aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des dizaines, voire des centaines d'organismes au Canada qui font de l'environnement une priorité et qui ne lâchent pas dans leur mission, tu sais. Fait que nous autres, on n'a pas le poids de pas faire tout. Non. Okay. On porte un nom qui a une résonance importante. Mais si on a bougé, c'est pas parce que le Jour de la Terre existe, c'est parce que il y a plein de gens qui se sont mobilisés. Il y a de la mobilisation citoyenne. Il y a plein de gens qui jouent un rôle. Puis tous ces morceaux-là s'attachent ensemble puis font qu'il y a du mouvement. Il y a du changement qu'elle s'apporte. Tu sais, c'est un effort collectif qui fait que ça bouge. Il n'y a pas un organisme. Seul, vous ne seriez pas arrivé, là. Jamais. Personne n'arriverait à rien tout seul. Tu sais. Fait que on ne porte pas en tout le poids du monde. Mais on porte la charge d'un nom qui a beaucoup de signification. Partout dans le monde. Fait qu'en contrepartie, il y a cet aspect-là. Oui, c'est connu, tu sais. Fait que... faut que vous faites attention à ce
que vous faites aussi, dans le sens où... C'est sûr que pas des modèles. C'est ça. Mais tout le monde est perfectible, tu sais. Ouais. C'est la réalité de l'environnement, c'est qu'il n'y a pas personne qui peut être parfait dans ses actions. Personne. C'est assez rare que tu vas trouver quelqu'un qui dit, dans toutes les sphères de mon comportement, je suis irréprochable. Mais on a tout un bilan carbone, puis on va tous faire des choix qu'on est capable de faire, qu'on est capable individuellement de dire, regarde, il y en a qui sont super végétariens, puis, mais qui se déplacent peut-être avec un auto à essence, puis il y en a qui voyagent jamais, puis qui sont pas végétariens, puis, tu sais, on va faire ce qu'on peut avec nos capacités, puis nos choix, mais on va essayer tous de réduire notre bilan, tu sais. Tout à fait. Puis personne n'est parfait, mais on essaie d'être exemplaire, tu sais. Parce que tantôt, on parlait qu'il y a des programmes, tout ça, puis si on ne fit pas dans le programme, ça passera pas, vous n'aurez pas le financement. Puis tu disais aussi que de l'autre côté, ben, il faut de l'argent pour faire des projets. Oui. Fait que, c'est un peu, on peut voir ça un peu comme contre-productif, dans le sens où s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de projet. Est-ce que, selon toi, avoir un projet en environnement devrait être traité par un humain qui va connaître, comprendre, s'adresser vraiment à ce que tu veux faire, plutôt que de dire il y a un programme en place, c'est une boîte qui est établie, puis si ça ne cadre pas, ton programme en environnement, ton projet en environnement a beau être louable, mais tu ne les auras pas l'argent, donc tu ne le feras pas ton projet. Pas nécessairement. Ces subventions-là ont leur place, tu sais. Il y a des programmes où est-ce que tu dis... Tu sais, il y a des projets au gouvernement où est-ce que tu peux proposer un projet qui va avoir un impact sur les GES, par exemple. C'est assez large, le critère. Tant que tu peux démontrer un impact de réduction sur les GES, puis tu peux proposer n'importe quoi comme projet, puis ils vont pouvoir l'approuver. C'est pas tous les programmes qui sont très normés, là. Okay. Donc, puis des fois, on s'entend pour dire qu'il y a des stratégies qui sont... Je vais donner un exemple, là. Là, on est dans la course à l'électrification des transports. Fait que là, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec donne beaucoup d'argent pour financer la construction de bornes de recharge, niveau 2, niveau 3. Beaucoup d'argent, 80% des coûts sont couverts par des subventions. Mais parce que là, il y a une urgence de développer le réseau, tu sais. Fait qu'il y a des fois, c'est nécessaire, ces subventions-là, pour qu'il y ait un écosystème massif qui se dessine. Je vais avoir des fournisseurs de bornes, je vais avoir des constructeurs de bornes. L'écosystème va se créer. Fait que si le gouvernement sent qu'il y a vraiment un sujet qui nécessite beaucoup d'attention, bien là, il va dire, OK, on va mettre une emphase sur ce domaine-là. Il va stimuler comme ça. Puis là, il va stimuler tout l'écosystème en disant, il va y avoir de l'argent pendant tant d'années pour ce besoin-là. Puis là, les gens vont dire, OK, il y a une prévisibilité d'accès à l'argent. Puis là, ils vont pouvoir dire, OK, je vais concevoir un projet, je vais aller chercher cette subvention-là, je vais mettre des acteurs ensemble. Parce que quand tu ne peux pas prévoir, c'est dur de mettre des choses d'envergure en place. Oui. Des petits projets, tu peux toquer à des portes, mais des grands changements sociétals, là, ça demande de la prévisibilité, de l'argent à long terme pour un certain temps. Fait que je pense que c'est correct. T'sais. Le programme 2 milliards d'arbres du gouvernement Trudeau, c'est un bon exemple de on va investir jusqu'en 2030, amenez-les vos projets. L'argent est là, amenez des projets, puis là, tu as le temps de concevoir, créer, puis aller faire ta demande. Fait que c'est utile, il faut qu'il y en ait de ça. Puis ce programme-là, tu creuses tu creuses ma curiosité dans le sens où c'est accessible à toutes les entreprises? 2 milliards d'arbres, c'est accessible. C'est un projet de plantation. Écoute, j'ai pas regardé si les entreprises privées peuvent en faire la demande, mais ils peuvent contribuer en tant que donateurs. C'est qui va planter pour faire la demande, en fait. Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent... Nous, on est éligibles en tant qu'OSBL de faire une demande. J'imagine qu'il y a des villes aussi qui peuvent faire des demandes. Il y a différents organismes qui peuvent faire des demandes. Mais l'idée, il faut que ça réponde à la mission de ce programme-là. Fait que c'est correct qu'il y ait des programmes qui soient assez défini si on est d'accord que c'est une grande initiative. Tu sais, si tu veux faire de la conservation, 30% du territoire canadien devrait être conservé, bien, il faut qu'il y ait une cagnotte disponible, puis comment tu fais une demande d'appui financier pour faire de la conservation. C'est des grands projets qui demandent du temps. Bien là, tu vas avoir Mais c'est le fun aussi qu'il y a des gens, comme des entreprises privées, qui disent, moi, je vais faire de la philanthropie environnementale. Je vais mettre de côté une partie de mes profits, puis je vais en prendre de l'argent là-dedans pour faire adresser mes propres enjeux, puis je vais soutenir le milieu qui va faire des actions qui sont peut-être des actions innovantes, émergentes, qui ont besoin d'être soutenues financièrement, puis qui ne cadrent pas justement dans ces petites cases-là ou dans ces grands programmes-là, puis qui auraient besoin d'un appui financier. Fait que j'encouragerais les entreprises à dire, il faudrait que j'en fasse de la philanthropie environnementale, parce qu'il y a un paquet de bonnes idées qui vont émerger, mais qui ont d'abord pris la naissance dans un pilote, un essai, un test, puis qui cherchaient de l'argent, puis qui n'ont pas fité dans les structures subventions,
puis qui se disent, bien là, j'ai besoin d'un bailleur de fonds. Fait que ça peut venir beaucoup des entreprises privées. Puis ça n'a pas besoin d'être des sommes colossales. Des fois, pour démarrer un projet, tu as besoin de 10, 20, 30, 40 000. D'autres, ça peut être des millions, tu sais, puis ça va être des gros joueurs corporatifs, mais c'est pas tout le temps le gouvernement qui peut faire ces affaires-là parce qu'il n'y a pas la souplesse. Il est redevable ouvert ses commettants. Tu sais, il faut qu'il justifie chaque scène qu'il dépense, puis dire ça a été réfléchi, on n'a pas l'impression de gaspiller l'argent. Fait que c'est pour ça qu'ils mettent tout le temps des balises, des structures, il faut que ça réponde à des impératifs. Mais les compagnies ont beaucoup de liberté. Okay. C'est là que je pense que le milieu corporatif, le milieu d'entreprise devrait injecter plus d'argent parce qu'il donne cette souplesse-là qu'on ne peut pas avoir avec des bourses de gouvernement. Tu sais. Mais là, si je me prends pour Phil, mettons 2 minutes, là, puis je vois, moi, si je suis une petite PME, tu sais, souvent, en tant que citoyen, on se dit tout le temps, ben, tu sais, pourquoi moi je ferais ça? Parce que c'est pas ma petite paille que j'ai économisée qui va faire grand-chose, quoi que ce soit. Quand tu es une petite PME, t'as pas les moyens de faire de la philanthropie environnementale non plus. OK, ben... Non, vas-y. Ça relève la volonté rendue là. À mon avis, comme je dis, parce que officiellement, tu sais, là... Je le dis comme ça, mais mon but est vraiment pas de parler de ce qu'on fait chez Unirecyc, tout ça. C'est vraiment de laisser la place à Jour d'Attente dans tout ça. Là. Mais, tu sais, officiellement, nous, depuis notre existence, on choisit de prendre à peu près 50 % de nos profits puis de les réinvestir. Fait que, tu sais, c'est clair que si on fait 200 000 par année, ben le profit ne sera pas le même qu'à 5 millions. Mais malgré tout, ça reste que la proportion est à peu près restée la même. C'est juste qu'avant, ce qui arrivait, c'est que on savait pas où on s'en allait, fait que c'était difficile à prévoir. Tandis que maintenant, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, fait que d'investir 50 % de nos profits fait partie, tu sais, en ce moment, on investit une partie de nos profits avec le podcast, là. On prend de l'argent des fruits de nos opérations pour se dire on va sensibiliser quelque part du monde, puis ça va avoir un impact. Fait que je pense que ça relève de la volonté. Oui, c'est un choix stratégique d'organisation, de dire je vais faire ça. Je sais même pas si... Tu sais, je parle pour moi, personnellement, là. C'est clair que les entreprises qui sont un choix stratégique, dans le sens où c'est pour se positionner, mais c'est clair que pour Unirecyc, mettons, ça part de la volonté de vraiment faire une différence. Tu sais, puis je me rappelle quand on partait ça... Puis là, encore là, on parle beaucoup de nous autres, là, mais t'as ouvert la porte, fait que je me sens pas mal. Mais tu sais, on avait comme, je me rappelle, on avait comme fait, je pense, 1 000 $ dans notre mois, puis on a comme été donné une grosse partie. Puis tu sais, c'est vraiment la volonté, c'était pas pour en faire parler, c'est vraiment juste, on veut faire la différence. C'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça, il y en a que ça va être stratégique. Mais ceux qui sont stratégiques, il faut quand même qu'ils se dirigent vers ça, veut pas, parce que un jour ou l'autre, ça ne relèvera plus d'une stratégie, ça va relever d'une obligation parce qu'il va y avoir des lois, il va y avoir des... ça s'en vient. Leurs bailleurs de fonds vont l'exiger, qui ont réduit leurs impacts, qui ont contribué à améliorer le monde, puis ça va devenir de plus en plus difficile d'emprunter de l'argent sans faire la démonstration que tu fais des choses concrètement. C'est déjà le cas aujourd'hui, là, tu sais. Il y a des grandes corporations qui n'ont pas le choix d'adresser ça parce qu'ils vont avoir de la misère à obtenir de l'argent pour développer leurs activités. Mais je pense qu'il faut qu'on cultive... tous, et les entreprises doivent penser à quoi servent nos profits. Oui, je comprends qu'il faut maintenir nos actifs, il faut investir dans le développement de son entreprise, mais est-ce qu'on a besoin de tout empocher? Est-ce qu'on a un système où est-ce qu'on veut des rendements faramineux? C'est pas normal, tu sais. Fait que on doit réinjecter dans les besoins sociétaux, puis l'environnement, c'est un... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, des causes nobles, puis absolument, il y a des entreprises qui vont redonner pour toutes sortes de défis sociétals qui ont besoin d'appui financier, puis c'est correct. Mais si, en tant que société, on n'a pas réinjecté de l'argent dans ces causes-là, je pense qu'on passe à côté d'une responsabilité sociétale. Puis pour moi, l'environnement devrait faire partie de ça, puisque tu existes comme entreprise, parce que tu t'es servi l'environnement. Ouais, tout ce qu'on construit, tout ce qu'on bâtit, tout ce qu'on consomme, quelque part, il y a une ressource qui a servi à... Donc, la ressource, tu l'as sortie de la terre. Le moindre respect, c'est la moindre chose, c'est d'y redonner quelque chose. Oui, puis j'avais une discussion hier, c'est tellement drôle qu'on parle de ça en ce moment, mais j'avais une discussion hier avec quelqu'un qui travaille dans une... je m'en allais dire la chose, mais c'est mieux pas. Puis eux, ils produisent quelque chose. Oui, un objet. Quelque chose, qui se doit de devenir plus vert, mettons. Fait que cette chose-là plus verte devient plus verte, parfait, mais c'est emmagasiné dans des boîtes que nous, on pourrait
réutilisées. Fait que j'étais comme, tu sais, on pourrait vous acheter ces boîtes-là, vous les envoyer à l'enfouissement. Ah, ouais. Puis la personne est comme, mais pourquoi on ferait ça? Puis là, j'étais comme, attends un peu. Mais pourquoi pas? C'est ça. Puis là, En fait, pourquoi pas? C'est ça. Officiellement, tu l'envoies à l'enfouissement, fait que tu payes. Ben non, parce que c'est pas assez payant. On fait beaucoup plus d'argent avec ce qu'il y a dans la boîte que l'argent qu'on va gosser à comme. Puis là, j'étais comme, ouais, mais vous devez que votre produit soit plus vert pour continuer d'exister. Mais la boîte dans laquelle tu entreposes, elle fait partie de l'équation, là? Non. J'étais comme, ah ouais, on est rendu là, tu sais, de comme... Comment... là, on est en train de faire des produits verts, mais tout l'écosystème autour n'a pas nécessairement besoin de l'aide. Je pense que les entreprises ont comme quand même... Là, c'est sûr qu'on parle de grandes entreprises, ont quand même un rôle de comme... d'aller réfléchir, de comme... Tu sais, oui, c'est beau, on va atteindre une cible qui va probablement nous être imposée pour que justement continuer à avoir du financement, mais il se passe des choses en arrière qui peuvent être réfléchies, même si c'est pas une règle en soi, tu sais. Bien, puis ça reste une règle quand même. C'est juste que plus tu vas rapporter tes résultats sur l'ensemble de ta chaîne de valeur, qu'on appelle, là, tu peux régler tes problèmes à toi, mais il faut aussi que tu ailles voir tous tes fournisseurs, puis ce qui se passe en amont puis en aval, tu sais. Puis ça, c'est la partie complexe. Où est-ce qu'il faut que tu travailles? C'est là que ça devient des fois compliqué pour certains joueurs, c'est de dire... Je suis capable de gérer ma fougère à moi, mon bout, mais là, il faut que j'aille pousser sur tous mes fournisseurs, c'est plus compliqué, tu sais. Mais il reste que c'est ça vraiment. Si tout le monde s'occupe de la boîte qui aurait shippé, là, ben, il aurait peut-être dit, ben, je te donne comme fournisseur, je te fournis la boîte la plus écologique possible, tu sais. Ou je te fournis une boîte réutilisable, ou je te fournis quelque chose, une autre solution, tu sais. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Oui, parce qu'officiellement, si le fournisseur fait juste dire, tu veux une boîte, voici la boîte neuve, ben on a peut-être passé à côté d'une opportunité qu'on n'a même pas observée. Exact. Fait que chacun contribue à sa façon. On va tous bénéficier dans la chaîne de valeur des efforts de chacun des joueurs. Mais avant que tout le monde se mobilise en même temps, ça te prend beaucoup, beaucoup d'efforts pour changer. Puis ça va beaucoup venir du monde de la finance. Les lois vont changer, mais sont lentes à changer. Fait que l'argent s'en mener de notre monde. Fait que je pense que c'est beaucoup les banques puis les bailleurs de fonds qui ont la capacité d'être exigeants là-dessus. Mais je pense qu'on sent qu'il y a un changement là, quand même de perception. Est-ce qu'on en fait assez vite? Non. Mais on est vraiment dans une mouvance où est-ce que les gens qui prennent de plus en plus conscience de leurs impacts puis qui veulent faire des efforts. Fait qu'on va célébrer ces bons coups-là. Bien, puis officiellement, tu sais, juste le fait d'avoir cette discussion-là aujourd'hui, de parler de la boîte, v'là 10 ans, v'là 15 ans, probablement que... J'aurais même pas pensé. C'est ça. Fait que, là, tu as posé la question. Peut-être que cette personne-là qui a dit non va faire comme, ben finalement, pourquoi pas. C'est vrai que c'est niaiseux. Ça va peut-être germer dans son esprit. Exact. Puis là, on va se dire, ben oui, finalement, je suis prête à la revendre. Tu as même te la donné la boîte que je paye pour l'enfouir. Voyons, tu payes pour enfouir une boîte. Oui. Donne-moi-la, vends-moi-la, on va faire quelque chose avec, on va la réutiliser. Tu sais. Fait que ça, c'est de l'économie circulaire. Puis il y en a beaucoup des petites affaires comme ça, mais des fois, on ne se rend pas compte que notre déchet, c'est une pépite d'or pour quelqu'un d'autre. Tu sais. Absolument. Puis, selon toi, mettons, là, une petite entreprise qui mettons qu'on essaie de ramener ça dans le public, le gars qui veut commencer avec son entreprise, bien, je pense que on commence en s'entourant de ce qu'on a les moyens de s'entourer avec, dans le sens où, si on veut bien faire l'environnement, c'est pas nécessairement de dire on va aller chercher 3-4 scientifiques pour être sûr que ce qu'on fait, c'est bien, mais d'aller avec, exemple, une organisme comme vous autres, ça coûte pas même cher être membre, là. Officiellement, ben, tu peux t'inscrire puis juste avoir accès à des webinaires, des choses comme ça, juste pour te garder sensible, comme ça, au lieu que la flamme soit allumée une fois par année au jour de la Terre, ben, ça va être une couple de fois par année dans les webinaires, les infolettes, tout ça, puis ça peut être une bonne façon de commencer. C'est là je m'en allais, tu sais, comment qu'on fait pour pas voir ça beaucoup plus grand que soi, puis savoir qu'on peut faire partie de la solution aussi avec les petits moyens qu'on a. C'est sûr qu'ils peuvent s'auto-instruire en venant chez nous de différentes manières. On a une infolette, on a des conférences qu'on donne, mais on peut même s'asseoir avec eux puis dire « Parle-moi de ta business, c'est quoi que tu fais, comment ça fonctionne chez vous », puis on peut commencer à mettre le doigt sur des pistes d'amélioration très précises qui sont des choses qui sont actionnables rapidement, qui ne sont pas nécessairement des choses qui nécessitent des grands investissements. Ça se peut que ça en fasse partie des choses qu'il faut qu'ils changent. À quel moment tu changes cet équipement-là? À quel moment tu vas faire ce move-là? Il y a peut-être des choses qui peuvent être établies, puis mis en place, puis dire, OK, voilà un chemin que tu peux commencer à suivre. T'sais. Fait que
tant que tu n'as pas la conversation, c'est dur de voir, mais c'est pas une montagne qu'il faut commencer en haut du sommet. Il faut y aller une marche à la fois. J'aime bien ce que tu viens de dire, honnêtement, d'avoir la conversation. Je pense que juste ça veut tout dire. Dans le sens où tu n'as pas besoin d'argent pour avoir la conversation. T'as pas ou peut-être le membership, mais je suis pas mal sûr que si la personne appelait au jour de la Terre. Tu n'étais pas membre quand on avait répondu à ton appel. Effectivement, tu as raison. Puis c'est pas une condition pour travailler avec des gens comme nous d'être un membre. C'est juste une façon de soutenir l'organisation d'être un membre. Ceci dit, le vrai geste, c'est de dire, OK, comment est-ce que je commence à réduire mes impacts? Puis il faut commencer par reconnaître qu'on en a. Oui. Puis de pas avoir peur de se faire dire, oui, tu contribues de cette manière-là, mais ça s'adresse. T'sais. On a tous un sentiment de... est-ce qu'on a un sentiment de honte de dire je cause un impact? Ça peut être culpabilisant de se faire dire que, ben toi, tu as ça qui va pas, puis c'est pas correct, mais au fond, on veut travailler pour trouver une bonne solution qui va faire qu'effectivement que tu vas diminuer tes impacts, puis tu vas être fier de ça après, de dire, je fais la même affaire, je réalise ma business en ayant moins d'impact. C'est pas merveilleux, ça? Et si c'était possible de le faire avec moins d'impact, tu le ferais-tu? Ben, certain. Je suis pas calme, tu sais, je veux le faire. OK, ben commençons par regarder où est-ce que tu fais tes impacts, puis où on pourrait. Puis il n'y a pas de gêne. C'est comme, c'est pas. Si la personne arrive, puis elle est comme. Ah, tu sais, comme quelqu'un qui a fait de quoi de mal, tu sais, qui est comme gêné, mais officiellement, tu es dans le bureau ou tu es au téléphone, whatever, 2 jours de la Terre, c'est parce que à quelque part, tu es sensibilisé puis tu veux faire mieux. Là. Parce qu'à partir de là, le point de départ peut être pas super, mais c'est la destination où ce qu'on s'en va qui compte au final. Puis comme tu disais tantôt, tu sais, tant qu'on fait pas pire. T'sais. Fait qu'à partir de là, si on a déjà, tu sais, mettons quelqu'un qui nous écoute se dit, hey, c'est bon, j'appelle. T'sais, demain, j'appelle. Ben, c'est le pas dans la bonne direction, là, dans le sens où il va y avoir quelque chose qui se trame dans la tête de la personne. Puis officiellement, ben, on peut avoir l'espoir qu'il va avoir de quoi de mieux qui va s'implanter dans son entreprise. Déjà, être conscientisé, c'est le point de départ. C'est ça. Ben, c'est la première affaire. Puis, tu sais, il y a plein de gens qui sont là pour aider. C'est pas juste le jour de la Terre. Fait que si nous autres, c'est pas notre créneau, on va penser à référer vers un autre organisme qui est peut-être plus adapté à son besoin, mais il va falloir qu'on commence par identifier où est-ce qu'ils peuvent faire une amélioration. Puis, on refuse pas de coup de fil. Là, c'est comme, assoyons-nous, jasons, puis on va voir, tu sais. Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on en a tous des impacts, mais qu'il y a des solutions pour les atténuer. Puis si on se pose la question, tu sais, des gens pensent que c'est toujours très coûteux, une solution environnementale. On a l'impression qu'il faut dépenser de l'argent. Pas toujours. Pas toujours. Des fois, c'est des solutions, c'est juste des choix, de rencontrer de bons partenaires. Des fois, c'est juste de pouvoir mettre le doigt. Il y a des solutions qui sauvent de l'argent aussi. Étonnamment, les gens oublient que l'environnement... Quand tu fais attention, des fois, tu ne gaspilles pas une ressource. Fait que le fait de ne pas gaspiller, c'est aussi de l'environnement, ça. C'est clair. Ça, bien, sauver des ressources là, dans une entreprise, c'est de sauver de l'argent. Fait qu'il y a parfois des mesures environnementales qui sauvent de l'argent. Peut-être pas sur le court terme, mais sur un certain temps, que tu dis, je serais niaiseux de faire ça, de ne pas faire ça, parce que dans le fond, c'est plus économique comme démarche. Fait que, il ne faut pas penser que chaque geste environnemental a un coût, souvent, une dépense. Il y a comme l'environnement, la mauvaise réputation d'être coûteuse, mais c'est rarement... Ça va arriver que oui, là. Des fois... mais c'est de moins en moins vrai, honnêtement. Il y a toute une rentabilité économique verte là, qu'il ne faut pas perdre de vue. Puis je pense que la réalité, c'est que des fois, on oublie le coût ultime que tu vas payer. C'est... tu sais, on voit les gens... En tout cas, j'ai beaucoup de peine pour les gens qui vivent des inondations majeures. Qui perdent peut-être la capacité de s'assurer, qui perdent leur maison, qui sont plus capables de rénover, qui vont se trouver dans une zone inondable. Tu dis, hey, il y a beaucoup de conséquences qui s'en viennent. On n'a pas idée de ce que va nous coûter les impacts environnementaux. Fait que peut-être tu ne payes pas là, mais tu vas peut-être payer cher plus tard. Tu sais. Puis veux-tu vraiment avoir à vivre avec cette dépense-là qui va être forcée parce que tu n'as pas fait les bonnes actions, tu n'as pas contribué à améliorer. Il aurait fallu le travailler en amont plutôt que de vivre avec la conséquence. Exact. Commence à t'habituer à investir dans ça parce que ça va être forcé un jour. Mais tu sais, c'est vraiment de se poser la question. Puis encore là, tu sais, je vais parler de mon entreprise, mais tu sais, on dirait que je me sens tout le temps mal à l'aise, là, mais c'est juste donner un exemple de comme quelque chose qu'une entreprise qui commence pourrait faire, à la fois pour économiser des sous, mais exemple, une entreprise qui fait du e-commerce, c'est souvent, ils vont recevoir leurs choses
leurs produits dans quelque chose qui est souvent emballé. Ouais. Ils vont changer les emballages, puis ils vont réemballer dans leur truc à eux. Ouais. Ben, tu sais, nous, on a un peu ce modèle-là, si on veut, mais c'est vraiment pas ça, là, mais c'est juste pour le vulgariser. Puis là, on avait des styrofoams qu'on jetait ou qu'on recyclait, parce qu'officiellement, le styrofoam, il y a certains styrofoams qui sont difficiles à recycler. Ouais. Puis de l'autre côté, on achetait de l'emballage recyclé ou en amidon de maïs pour emballer nos équipements. Mais il y a quand même un coût à ça. Puis officiellement, au niveau environnemental, bon, on va dire qu'il n'y en avait pas, mais il a quand même été transporté jusque chez nous, ces emballages-là. Puis à un moment donné, on s'est mis à regarder ça, puis on s'est dit, ben écoutons, pourquoi qu'on ne prendrait pas l'emballage que je jette, je le coupe en petits morceaux, tu sais, je fais des petits carrés, puis je mets ça dans ma boîte, des produits que j'expédie. Exact. Puis là, il y a un de mes employés qui disait, ah non, mais ça ne vaudra pas, ça va être long, ça va être compliqué, tu sais, puis tout ça. Puis on a fait le test, j'ai dit, garde, tester juste, mettons, en matière de coût, mais aussi en matière de temps. Puis officiellement, ça prend ni plus de temps, ni plus d'argent. Ben, ça prend pas d'argent, ça coûte c'est un déchet. J'aurais payé pour l'enfouir. Ouais. Fait que là, on fait une loupe. Officiellement, ça va probablement finir enfoui quand même. Mais il a quand même servi une deuxième fois. Ben, t'as pas réacheté un autre produit. C'est ça. Toi, c'est niaiseux, là. C'est tout à fait niaiseux, mais ça nous coûtait quoi? 400-500$, 1000$, 2000$ dans nos gros mois d'emballage. Puis là, ben, on source quand même nos poubelles, fait que nos contenants de déchets arrêtent de déborder, fait qu'on fait moins de levées. Oui. Tu sais, puis c'est niaiseux, mais c'est juste une petite chose, puis on a pris le temps de le regarder, puis j'étais comme, tu sais, si vous pensez pas que ça fait du sens, ben on va faire le business case, mettez des chiffres. Puis officiellement, les chiffres ont parlé, puis ça valait la peine. C'est ça. C'est souvent qu'on ne voit pas que ces mesures environnementales peuvent véritablement sauver de l'argent. Puis c'est vraiment juste une question de... Puis tu as bien fait, tu as testé. Tu dis, regarde, on ne prendra pas pour acquis, on va faire la comparaison. Fait que tu aurais pu insister puis dire on le fait parce que c'est la bonne chose à faire environnementalement parlant, mais en même temps, on a fait la démonstration que c'était plus efficace. Exact. Que c'était plus rentable de le faire de même. Puis guess what? C'était meilleur pour l'environnement. Mon Dieu, 1 + 1 fait 2. Tu sais, mais pour chaque geste qu'on pose, on se pose cette question-là. Ben oui. Puis voilà. Ben écoute, je pense qu'on conclut ça pas mal sur une belle note. On est allé un peu plus dans un côté négatif. Oui, c'est ça. Là, non, mais on peut se starter pour continuer ça plus longtemps. Là, mais... C'est ça. Mais je pense qu'officiellement, on a fait déjà un bon bout. Là. Ça a l'air de rien, ça fait déjà plus qu'1 heure qu'on parle. Fait que je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'est bon. Merci d'avoir été là. Pour vrai, c'est vraiment le fun de t'avoir. C'est une femme inspirante qui faisait pas ça dans la vie. Puis moi, j'étais sûr que tu faisais... Ça depuis 30 ans? Ben, pas tout. Fait que, tu sais, c'est la preuve aussi c'est le produit qu'on peut changer. Donc, je pense que c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de dire aujourd'hui, je ne suis pas un acteur d'environnement, mais on doit tous le devenir, mais on peut tous le devenir. Puis, tu n'as pas la prétention de dire que pour le faire, il faut être né avec, dans le sens où, tu sais, fait qu'on peut évoluer, on peut devenir meilleur. Puis... Hey, devine quoi, là, ça fait juste quelques années là, qu'on étudie l'environnement, là. Mais ça fait 50 ans qu'on fait de l'environnement. Mais c'est ça. Tout le monde qui s'est lancé là-dedans n'était pas un expert en environnement. C'est juste qu'ils se sont dit, comment je peux pas jeter des affaires dans la poubelle? Comment je peux ne pas émettre des fossiles? Je peux-tu 100%. réduire les pertes de chaleur de ma maison? C'est pas des environnementalistes qui font ça, mais on conçoit que toutes ces affaires-là font une différence. Mais la plupart des gens ont pas besoin des environnementalistes pour être capable de poser une action qui va avoir pas d'impact. Puis officiellement, c'est pas parce que tu n'es pas environnementaliste que ton action n'est pas louable. Ah, tout à fait. C'est pas quelque chose qui est protégé. C'est pas un acte protégé. C'est ça. Ça vient pas avec des critères de comme tu veux, puis ça vient un instant. C'est pas un acte protégé, c'est un acte que tout le monde peut faire. Exact. Tout le monde peut faire ça. J'adore. Ben, merci beaucoup. Je pense que ça conclut très, très bien l'épisode. Plaisir. Bonne chance. Merci.